Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. Il est demandé aux États d'accélérer la mise en œuvre des différentes décisions et projets pour une réduction importante de la malnutrition sur le continent africain. Les experts ont fait ces propositions hier lors des assises à Abidjan pour la mise en œuvre de la feuille de route. Le vice-président de la République appelle à la valorisation des ressources. Le Premier ministre réaffirme l'engagement et le soutien de l'État ivoirien au monde agricole. Le gouvernement reste déterminé à accroître les nombreux acquis du secteur. Patrick Achi était aux journées de l'administration agricole délocalisée. Cette 10e édition se tient à Bongouanou, dans la région du Moronou. Un dossier à suivre dans ce journal. La VDC parle des congés anticipés qui ont fortement perturbé l'année dernière. Les périodes sont bien connues, comme les congés de Noël. Le gouvernement avait pris des mesures disciplinaires contre les fauteurs de troubles. On revient sur ces dispositions et les impacts sur cette année. Puis les États-Unis ont imposé ce vendredi des sanctions à l'ancien président de la Guinée. Selon un communiqué du Trésor américain, Alpha Condé est accusé d'avoir violemment réprimé l'opposition avant d'être renversé en 2021. Les sanctions gèlent les avoirs de l'ex-président et interdisent toute relation commerciale avec lui. D'abord, cette audience du président de la République, Alassane Ouattara, s'est entretenue ce vendredi avec la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de France, Catherine Colonna, a parlé avec le président de la République de l'approfondissement du partenariat entre la Côte d'Ivoire et la France. Les questions régionales et internationales également évoquées. Fin hier de la réunion de haut niveau sur le renforcement de la résilience en matière de nutrition et de sécurité alimentaire en Afrique, la déclaration d'Abidjan demande aux États d'accélérer la mise en œuvre des différentes décisions et projets pour une réduction importante de la malnutrition sur le continent. À la session de clôture, le vice-président de la République, Tiemoko Meïlek Kone, s'est réjoui des résultats des travaux. Franck Quadio. Après la rencontre des experts, la réunion de haut niveau d'Abidjan sur la nutrition à l'échelle du continent clôt ses portes. 3 jours de réflexion, puis une déclaration, celle d'Abidjan résumée par la commissaire de l'Union africaine chargée du développement social. Il a été retenu, mesdames et messieurs, la nécessité de prendre des mesures urgentes pour établir des partenariats solides dans le cadre d'une approche qui soit globale, qui soit systémique et surtout une approche coordonnée au niveau de nos États membres. Nous ne pouvons pas avoir des résultats fiables si nous n'avons pas de données fiables et de systèmes d'information qui puissent nous permettre d'éclairer la prise de décision pour nous permettre d'allouer les ressources financières qu'il faut. Une déclaration adoptée d'ailleurs à l'unanimité et qui, selon Moussa Fakri Mahama, président de la Commission de l'Union africaine, est un appel à accélérer la mise en œuvre des différentes résolutions depuis Malabo en 2014, entre autres. Il nous faut agir et agir maintenant. C'est la quintessence de cette déclaration d'Abidjan. L'année 2022 reste marquée par une situation internationale particulièrement instable. La crise alimentaire et la crise énergétique qui se pose à tout le monde, mais particulièrement pour le continent africain. Cette situation interroge la conscience collective et surtout interroge les Africains. Il nous faut nécessairement nous mettre au travail pour inverser cette tendance et cela est possible. Pays hôte, la Côte d'Ivoire, notons-le, est à l'origine de ces assises dont le thème « Renforcer la résilience en matière de nutrition et de sécurité alimentaire sur le continent africain » a été proposé par le président Alassane Ouattara à CPR. En son nom, le vice-président Tiemoko Meïlek Kone s'est félicité des différentes contributions, somme toute enrichissantes. Nos travaux ont montré que notre continent dispose des ressources nécessaires qui pourraient être mieux valorisées et optimisées pour faire face à tous ces défis. À cet effet, je vous félicite pour la pertinence des thèmes discutés au sein des différents panels, à savoir le capital humain, la résilience nutritionnelle et alimentaire face aux chocs externes et internes, la mise en œuvre des engagements
les partenariats à développer et la mobilisation des ressources. Nos échanges de la journée ont montré que beaucoup d'initiatives sont en cours dans nos différents pays pour améliorer la nutrition. Ces initiatives sont nécessaires notamment pour relever les défis liés à la qualité du capital humain, dont la nutrition est l'un des facteurs essentiels en vue d'en faire un levier de la prospérité partagée. Les assises d'Abidjan sur la nutrition et la sécurité alimentaire sont inscrites dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route continentale instituée par l'Union africaine en février 2022 lors de sa 35e session. L'objectif initial est de consolider les initiatives pour une meilleure politique de nutrition en Afrique. Et en marge des travaux, le vice-président s'est entretenu avec plusieurs personnalités. Ses invités ont pris part à cette réunion de haut niveau sur la nutrition et la sécurité alimentaire. Le reportage de Viviane Aïmé. Plusieurs entretiens privés sur l'agenda du vice-président de la République en marge de la réunion de haut niveau sur la nutrition ce jeudi 8 décembre à Abidjan. Le vice-président de la République, Koné Tiemoko Mélié, a reçu le roi du Lesotho, Sa Majesté Letsi III, champion de l'Union africaine sur la nutrition. Le vice-président de la République a accordé également un entretien au Premier ministre de la République du Congo. J'ai eu à bénéficier de l'écoute de son Excellence Monsieur le Vice-président, qui, au nom du Président de la République, a rappelé l'engagement qui est celui de la Côte d'Ivoire à faire en sorte que l'Afrique soit capable désormais de se nourrir par elle-même, que l'Afrique puisse nourrir les Africains. Et pour cela, nous sommes convenus de mener des réflexions profondes pour une solidarité agissante. La sécurité alimentaire et nutritionnelle commande une solidarité agissante des pays africains pour une libre circulation des produits alimentaires, de sorte que, comme il a été dit dans la salle, les produits du Congo soient consommés en Côte d'Ivoire, les produits de Côte d'Ivoire soient consommés au Nigeria, les produits du Nigeria soient consommés au Tchad, en Zambie, en Namibie, et ainsi de suite. Et cela nous est d'ailleurs facilité par la zone économique de libre-échange qui engage les pays à travailler ensemble. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahama, a également été reçu pour un échange en tête-à-tête par le vice-président de la République, Koné Tiemoko Mélié. Réunion de haut niveau sur la nutrition qui est le thème de l'année. Ce thème a été soumis par son Excellence le président Alassane Ouattara, le président de la République de Côte d'Ivoire, et qui a été retenu par la conférence des chefs d'État. La nutrition est un sujet crucial dans un continent comme le nôtre, où malheureusement, dans certaines parties de l'Afrique, il y a encore des gens qui meurent de faim. Il s'agit même de l'alimentation. Et donc, aussi bien en quantité qu'en qualité, il y a des efforts à faire. Nos États se sont engagés, il y a quelques années, de consacrer au moins 10% de leur budget à l'agriculture, ce qui n'a pas encore été atteint dans un certain nombre de pays. Vous connaissez également les changements climatiques, les défis sécuritaires, la gouvernance internationale elle-même conçue il y a plusieurs décennies et qui ne correspond plus à la réalité d'aujourd'hui, et des crises comme celle actuellement en Ukraine qui impactent également négativement la question de l'alimentation, la question des fertilisants, les questions énergétiques, qui tous sont des ingrédients pour arriver à une meilleure productivité et à une meilleure nutrition. Donc avec son Excellence Monsieur le Vice-président, nous avons abordé cette question sur les thèmes. Je me félicite vraiment de l'engagement du gouvernement de la Côte d'Ivoire, du président de la République, du vice-président sur cette thématique. Mais nous avons également profité de l'occasion pour faire un tour d'horizon sur les autres questions concernant la région, concernant le continent africain. Et je sors édifié de nos échanges. Le vice-président de la République devait par la suite s'entretenir avec d'autres personnalités venues prendre part à cette réunion de haut niveau.
Ouverture hier jeudi à Bongouanou dans la région du Moronou des journées de l'administration agricole délocalisée. Cette 10e édition a vu la participation ce vendredi du Premier ministre Patrick Achi. Le chef du gouvernement a réaffirmé l'engagement et le soutien de l'État ivoirien au monde agricole, soutien indispensable pour garantir le renforcement et l'accroissement des acquis du secteur. Le reportage de Jean-Luc Bambo. Ils sont venus de toutes les contrées du Moronou et au-delà, acteurs du monde agricole, défilant chacun avec les produits de leurs différentes exploitations. Personne n'a voulu rater cette occasion qu'offrent les journées de l'administration agricole délocalisée, JIAD, de se rapprocher avec la tutelle, conduite ce jour par le Premier ministre, chef du gouvernement. On travaille aux champs, on met le manioc en terre, le maïs en terre, et ça pousse et ça donne les fruits que vous voyez. On veut faire connaître au monde que les femmes aussi peuvent travailler comme les hommes. D'abord sensibiliser la population de Moronou de s'intéresser à cette culture, car la culture de Djem nourrit son homme. Et avec ses vertus, ça soigne même l'organisme. Et c'est très bon pour la santé. La JIAD se présente pour les structures d'encadrement, de conseil et de financement agricole comme le cadre idéal pour s'imprégner directement des difficultés du monde agricole. Il se peut qu'il y ait des préoccupations qui n'aient pas été résolues, qui n'ont pas trouvé de solution. Mais quand on est présent sur le terrain, qu'on fait des visites de terrain, qu'on parle avec les populations, qu'on parle avec la population agricole, les préoccupations qui ressortent sont analysées à chaud. Et maintenant, des décisions sont prises pour qu'on puisse les implémenter. Se rapprocher davantage du monde agricole, mais surtout donner un coup d'accélérateur au Programme national d'investissement, PNIA. La mise en place de notre politique de développement agricole, PNIA 1 et PNIA 2, donc de deuxième génération, marche à merveille. Le président de la République nous a engagés dans la voie de la modernisation de notre agriculture. Et cela pour réduire les difficultés de travail des parents. Pour nous, la meilleure façon de réduire la pénibilité du travail, c'est de donner des moyens vraiment importants, des moyens modernes. Promotion de l'extension des zones de production, réforme du foncier rural ou encore bilan des différentes réformes entreprises depuis 2012. Telles sont également les missions assignées au JIAD. Il s'agit pour le gouvernement de se donner les meilleurs outils pour réaliser la révolution du secteur agricole ivoirien. Une révolution avec comme principal pilier la transformation. Dans cette transformation, l'État reste jouer un rôle primordial. Car pour réaliser cette révolution, il faut pouvoir accompagner nos filières et faire émerger nos champions nationaux dans l'agriculture et l'agrobusiness. Et cet accompagnement ira depuis les centres de recherche agricole jusqu'à la commercialisation sur le marché intérieur et extérieur. Je voudrais bien sûr inviter tous ensemble ces acteurs du secteur agricole, mais tous les acteurs et tous les cadres à s'engager avec le président de la République collectivement dans cette aventure patriotique, celle de la transformation du modèle de performance de l'agriculture et de l'agro-industrie en Côte d'Ivoire. Pour une agriculture mieux structurée et plus résiliente, c'est le thème de cette édition des JIAD, marqué notamment par un important don fait par le Premier ministre au nom du gouvernement au monde agricole. Du matériel roulant, des intrants et du matériel de production d'une valeur de plus d'1 milliard de francs CFA. Plusieurs acteurs du secteur ont également été élevés dans l'ordre du mérite agricole. Et comme les acteurs du monde agricole qui honorent le pays, des personnalités de la haute autorité de la communication audiovisuelle aussi se distinguent. Au nombre de 13, elles viennent d'être décorées. Le président et le directeur général de la ACA élevés au rang d'officier dans l'ordre national. Ces médailles saluent le mérite et plusieurs années de travail. Walter Amadou Ouattara. Siège de la grande chancellerie dans la commune de Cocody. La salle de conférence de cette institution abrite la cérémonie de décoration des 13 personnalités de la haute autorité de la communication audiovisuelle ACA. Le professeur Henriette Dagri-Diabaté, grande chancelière empêchée, l'honneur est revenu pour la circonstance à Mamadou Koné, président du Conseil constitutionnel. Il procède à la pose de médailles sur le costume de chaque récipiendaire.
Le président Mamadou Koné bénéficie de la contribution de la présidente de la Cour de cassation, Chantal Camara. Mamadou Koné rappelle les atouts qui ont concouru en faveur des illustres distingués du jour. En effet, l'on ne saurait passer sous silence les missions qui sont celles de la ACA en période électorale. Missions allant de la sensibilisation des médias audiovisuels pour des élections apaisées à la prise de décision garantissant aux candidats leur égal accès aux antennes des médias de service public ainsi qu'à celles des médias privés. Au nom des récipiendaires, le président de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, Maître René Bougouin, a d'abord traduit sa gratitude au président de la République, Alassane Ouattara, avant de revenir sur les missions de la ACA. Exprimer à Monsieur le Président de la République, Son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, grand maître de l'ordre national, notre gratitude sincère et profonde. Le directeur général de la ACA, nos collaborateurs et moi-même porterons avec fierté les insignes de nos grades respectifs et redoublerons d'ardeur dans l'exercice de notre fonction. Au total, 11 personnalités élevées au rang de chevalier dans l'ordre national et 2 autres au rang d'officier dans l'ordre national. Hors du pays, le président de la Guinée équatoriale a investi hier place maritime de Malabo. Plusieurs personnalités ont fait le déplacement de la capitale équato-guinéenne. Le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Aka Awele, représentait le chef de l'État à la cérémonie. Franck Wadio. Réélu avec 94,9% des voix le 20 novembre dernier, le président de la République de Guinée équatoriale, Obiang Nguema, a été investi en présence de plusieurs de ses homologues et surtout les populations équato-guinéennes venues massivement de toutes les localités du pays. Chants et danses traditionnelles étaient au rendez-vous pour dire au président Obiang Nguema qu'il est en phase avec sa population. Après la lecture du procès verbal et les articles de la Constitution équato-guinéenne relatifs à l'élection présidentielle par le Conseil constitutionnel, le président a prêté serment et a juré poursuivre le processus de développement de son pays avec le soutien de ses compatriotes. En prêtant serment ce jour, je voudrais vous dire que je suis le président de tous les équato-guinéens. C'est donc dans l'union et la solidarité que nous allons réussir le pari du développement pour une vie heureuse dans notre beau pays. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, était représenté lors de cette cérémonie par le docteur Eugène Aka Awele, président du Conseil économique, social, environnemental et culturel CESEC, chargé de porter le message du président Alassane Ouattara. J'étais porteur d'un message que je me suis fait beaucoup d'honneur à transmettre au président Obiang Nguema et à son tour, heureux donc d'avoir reçu ce message de son ami, que dis de son frère. Elle m'a également transmis un message pour le président Alassane Ouattara. Mais le tout, on peut dire, s'inscrit dans un cadre amical, voire même familial, car ces deux personnalités s'estiment réciproquement. Outre les chants et danses traditionnelles qui ont meublé la cérémonie, l'on a assisté à un défilé pédestre et motorisé de toutes les forces de sécurité et de défense de la Guinée équatoriale. Défilé bien apprécié par le président Obiang Nguema et ses invités. Ici en Côte d'Ivoire, à l'Assemblée nationale, 3 projets de loi adoptés en commission. Il s'agit de la loi portant classification et immatriculation des routes. Les parlementaires ont aussi examiné le projet de loi de ratification de l'ordonnance relative à la prévention et à la lutte contre la corruption et le texte sur le statut des réfugiés. On fait le point avec Régis Kofi. 2 projets de loi au centre des échanges. Le premier concerne la classification et l'immatriculation des routes. Il a été présenté par le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier. Il va y avoir donc des routes nationales et des autoroutes. Il va y avoir des routes au niveau des départements, donc on appelle des routes D. Il va y avoir des routes au niveau des communes et il va y avoir des routes privées. Ultérieurement, lorsqu'on va faire la décentralisation, les routes qui sont d'intérêt national, on saura qui les gère. Les routes qui seront d'intérêt départemental, on saura qui va les gérer. Les routes d'intérêt communal, on sait que ce seront donc du ressort des communes.
Le second projet de loi examiné par les députés porte sur la ratification de l'ordonnance relative à la prévention et à la lutte contre la corruption. La résultante, c'est un transfert de pouvoir dans le cadre du recouvrement des avoirs illicites. Dans les faits, au lieu que ce soit l'agent judiciaire du Trésor, qui est devenu l'agent judiciaire de l'État, qui assure la gestion et le recouvrement des avoirs criminels, c'est-à-dire tous les avoirs qui sont saisis et confisqués par les juridictions, ça sera l'AGRAC, la structure qui a été créée à cet effet. Et donc ces attributions reviennent à une structure totalement indépendante, c'est un établissement public de type particulier. Autre projet de loi adopté en commission, cette fois par les députés, membres de la Commission des affaires sociales et culturelles, le projet de loi portant statut des réfugiés. Il comporte 36 articles regroupés en 6 chapitres qui fixent les droits et devoirs des réfugiés et demandeurs d'asile. Le réfugié ou le demandeur d'asile devrait jouir des droits fondamentaux attachés à la personne humaine proclamés par la Charte des Nations Unies, à l'exception de ceux exclusivement liés à la qualité de citoyen ivoirien, article 13. Le réfugié bénéficie, entre autres, du droit d'exercer une activité professionnelle, du droit de contracter mariage, du droit de ne pas faire l'objet de poursuites pénales du fait d'avoir tenté d'entrer ou de se trouver en Côte d'Ivoire en violation des lois et règlements sur l'immigration. À ce jour, la Côte d'Ivoire compte sur son sol 2401 réfugiés issus d'une trentaine de nationalités. Ces projets de loi examinés ce jeudi ont tous été adoptés à l'unanimité. Et après le sommet sur la transformation de l'éducation à New York, le comité directeur de haut niveau de l'ODD 4 se rencontre à Paris. Une rencontre qui porte sur la nouvelle feuille de route pour l'éducation en cette période post-Covid-19. Les représentants des 6 régions du monde veulent s'accorder sur les nouveaux indicateurs à mettre en œuvre pour valoriser le secteur. Une session à laquelle prend part la ministre de l'Éducation nationale, Mariette Koné. Le reportage de Mamadou Kwasi. Une rencontre de haut niveau sur les ODD 4 dans les locaux de l'UNESCO à Paris. Le comité directeur, considéré comme le conseil d'administration de l'éducation dans le monde, planche sur l'avenir de l'enseignement à l'horizon 2030. Une préoccupation qui est en 4e place sur la liste des ODD, ou encore objectif du développement durable. S'il n'y a pas d'éducation, on ne peut pas lutter contre la faim. S'il n'y a pas d'éducation, on ne peut pas parler de lutte contre la pauvreté. S'il n'y a pas d'éducation, on ne peut rien faire. Alors l'avantage que nous avons, c'est le soutien de l'Union africaine qui a décidé que 2024 soit l'année de l'éducation. Pour la mise en œuvre, la feuille de route recommandée par le sommet de la transformation de l'éducation, 7 indicateurs ont été privilégiés. Au nombre de ces indicateurs, 3 défendus par la ministre Mariette Koné, porte-parole du continent africain. Le premier indicateur, c'est celui de la transformation numérique ou la transformation digitale. Le deuxième, c'est l'éducation verte. Le troisième indicateur porte sur la participation des jeunes, la prise en compte des jeunes. Les représentants des 6 régions du monde et les partenaires financiers et techniques s'accordent sur l'inclusion et la valorisation de l'éducation ainsi que celle de la fonction enseignante. Nous sommes dans le mois de décembre, les fêtes s'annoncent, les congés de Noël aussi sont prévus pour le vendredi 23 décembre. Selon le calendrier officiel du ministère de l'Éducation nationale, l'année dernière, cette période avait été fortement perturbée par les élèves qui réclamaient des congés anticipés. Le gouvernement avait alors pris des mesures disciplinaires contre les fauteurs de troubles. Qu'en est-il cette année? Des dispositions sont-elles prises pour dissuader les élèves? On parlera aussi de la contribution des ONG dans la sensibilisation. L'école à l'épreuve des congés anticipés, c'est le dossier Vidicide ce soir avec Evelyne Yoboué, Khalil Diomandé et Serge Kolia. Et ça recommence. Le phénomène des congés anticipés refait surface à peine le mois de décembre a débuté que certains élèves se signalent. C'est le cas à Bonois ou encore Yopougon. On croyait pourtant le mouvement maîtrisé. Retour sur les faits.
En 2021, dans la même période, environ 70 collégiens et lycéens sont interpellés. Ils seront internés au centre de service civique de Bembresso pendant 2 semaines. 2 semaines de redressement, à l'issue desquelles les meneurs du mouvement font amende honorable. Madame le ministre, nous sommes désolés de ce que nous avons fait. Nous savons en âme et conscience que nous avons agi dans le mal et dans l'esprit groupal et nous regrettons amèrement ce que nous avons fait. Et pour cela, nous demandons pardon aux yeux de la population ivoirienne. Visiblement, la leçon de Bembresso n'a pas été bien assimilée. Dans la commune d'Abobo, l'Organisation pour le social, l'éducation et le développement mène des actions de lutte contre les congés anticipés. Ce matin, le président et son équipe organisent une caravane de sensibilisation dans les écoles. Le commissaire adjoint du 21e arrondissement et quelques éléments font partie de la délégation. Ce que nous demandons au ministère de l'Éducation nationale, c'est de prendre des mesures très fermes afin d'éradiquer ce fléau dans nos différents établissements. Le commissaire adjoint du 21e arrondissement a notamment insisté sur les dangers des manifestations violentes, les risques et sanctions auxquels s'exposent les contrevenants et leurs complices. Dans les communes de Port-Boué et de Koumassi, le Conseil ivoirien de la jeunesse aborde le même sujet à travers des conférences. 2 thèmes sont abordés, la tricherie et la drogue en milieu scolaire et les jets de pétards et congés anticipés. Désormais, si on les voit dans ce genre de situation, ils seront interpellés. Donc c'est pour cela que nous faisons d'abord la sensibilisation. S'ils ont compris, tant mieux. S'ils n'ont pas compris, je crois que la loi fera son reste. Les patrouilles sont multipliées, nous anticipons sur les choses. Et donc à l'intérieur des quartiers, les cyber, les vidéoclubs, nous les sillonnons. Des élèves qui sont en tenue, qui fréquentent cela à des heures de cours, nous les prenons. Et donc c'est le lieu de leur dire de se conformer à ce qui a été dit et qu'ils soient sages. Pendant les congés, ils auront le temps de bien s'amuser. Cet établissement est souvent victime du phénomène des congés anticipés, nous dit-on. Chaque année, nous sommes victimes de ce phénomène. Nous avons poser des caméras dans l'école pour pouvoir reconnaître ceux qui nous attaquent chaque année. Et on a eu affaire souvent à la justice avec certains élèves. Depuis quelques années, avec tout ce dispositif que nous avons mis en place, avec les conseils que nous avons donnés à nos élèves, ce phénomène a un peu diminué. Dans cette campagne de sensibilisation, les membres du gouvernement se montrent tout aussi déterminés. La traditionnelle cérémonie éclatée d'honneur à l'emblème organisée tous les premiers lundis du mois dans les lycées et collèges a été essentiellement consacrée au congé anticipé. Au lycée moderne de Koumassi, le ministre de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique appelle au respect des dates indiquées. Il n'appartient pas aux élèves de décider quand est-ce qu'ils vont à l'école ou quand ils doivent aller en vacances. On a vu des élèves agresser des professeurs. On a vu des élèves agresser des élèves. On a vu des élèves lancer des cailloux contre les forces de sécurité. Les jeunes qui sont donnés donc à la violence, les 2 semaines de Noël, ils ont passé ça dans le centre de Bembresso avec les militaires et les gendarmes. C'est ce que vous voulez? On ne veut pas vous prendre et vous mettre dans le centre de service civique pour ne pas que vous ayez à faire des congés anticipés. C'est pour ça qu'on fait de la sensibilisation. Maintenant, s'il y en a qui ne sont pas disciplinés, en accord avec les chefs d'établissement, on va les prendre, ils vont passer les 2 semaines dans les centres de service civique à Bembresso ou à Boaké ou à Guinguéni dans le nord de la Côte d'Ivoire. Depuis quelques années, le système éducatif ivoirien est confronté au phénomène des congés anticipés. En 2021, le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a lancé l'opération Zéro congé anticipé. Cette année, selon le calendrier établi par la tutelle, les congés de Noël sont fixés au vendredi 23 décembre. Les cours reprendront le 9 janvier 2023. L'école à l'épreuve des congés anticipés, c'était le dossier vu d'ici de ce soir. Allons à un autre niveau. À l'université Félix Houphouët-Boigny, il y a un faible taux de réussite dans certaines filières en sciences. Le ministre de l'Enseignement supérieur veut comprendre les raisons de ces résultats. Il a échangé alors avec les étudiants de mathématiques informatiques, de sciences de la structure, de la matière et de la technologie. Face à lui, des étudiants soucieux de leur avenir, mais qui rencontrent d'énormes difficultés, notamment l'absence de tutorat, le manque de cours de mise à niveau pour les nouveaux bacheliers. On en parle avec Sephora Zegui.
Les filières scientifiques en Côte d'Ivoire sont en difficulté depuis des décennies. Sur un effectif de 273 866 étudiants en 2020-2021, seulement 3 088 sont inscrits dans les unités de formation et de recherche UFR de mathématiques. En plus de leur nombre insuffisant, le taux de réussite aux examens est très faible. Pour preuve, en 2019-2020, sur 256 bacheliers orientés en physique-chimie, seulement 2 ont validé la totalité de leurs unités d'enseignement de première année, soit un taux de 0,78%. Rencontre donc de Adama Diawara avec les étudiants des filières scientifiques de l'Université de Cocody pour mieux comprendre le phénomène. Venus en grand nombre, ces étudiants donnent quelques raisons de ces échecs massifs. Nombre pléthorique d'étudiants dans les amphithéâtres, insuffisance du personnel administratif, mauvais état des amphis et TD, démotivation des enseignants, maquette pédagogique pas bien structurée et indisponibilité du calendrier académique dès le début de la rentrée. Voici en substance les différents problèmes qui influencent négativement les résultats selon les étudiants. Nous avons le problème de la méconnaissance du système dans lequel nous sommes présentement. Il faut dire que nous sommes dans un système LMD, mais nous ne connaissons pas le système LMD dans son entièreté. Et nous sommes aussi dans les conditions précaires sur l'espace universitaire. Cette visite de Adama Diawara, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, en plus de décrisper l'atmosphère, vient trouver des solutions aux problèmes existants dans les UFR, SSMT et Matinfo. Nous sommes dans des UFR où les taux de réussite aux examens sont très bas. Cela induit un certain nombre de conséquences, notamment le manque d'enseignants de mathématiques et de physique à tous les niveaux du système éducatif, dans les collèges, dans les lycées comme à l'université. Alors donc aujourd'hui, nous avons passé en revue les raisons qui font que les taux de réussite sont très bas en mathématiques et en physique. Et dans la foulée, nous avons vu ensemble les solutions que nous pouvons adopter pour faire en sorte que ces taux-là se relèvent. Donc je pense que les échanges ont été assez fructueux en la matière. Et petit à petit, nous allons appliquer un certain nombre de stratégies qui ont été élaborées au niveau du ministère. Des stratégies qui font appel à pas mal de réformes qu'on retrouve d'ailleurs dans la nouvelle loi sur l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation. L'une des causes majeures, selon le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, demeure l'insuffisance de l'acquisition de connaissances en venant du lycée, la nouvelle méthode d'enseignement, les nouvelles méthodes d'évaluation et les problèmes sociaux, entre autres. Au thème des échanges, Adama Diawara exhorte les étudiants à s'inscrire sur la liste électorale afin de participer aux prochaines échéances électorales. Ces étudiants qui se forment appelés à contribuer au développement du pays, les projets sont en cours. D'ailleurs, bientôt la livraison du pont de Cocody, le premier des 19 câbles devant soutenir l'ouvrage a été posé ce vendredi. Un poids de 5 tonnes chacun. C'était en présence du ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kouakou, d'y être satisfait de l'état d'avancement des travaux. Des détails avec Dangui Dangui. 5e pont ou pont de Cocody. Le taux d'exécution des travaux est de l'ordre de 91%. A révélé le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier à l'issue d'une visite sur ce chantier. Visite au cours de laquelle Amédée Kouakou a assisté à ce qu'il a appelé un moment important du chantier, à savoir la pose du premier câble sur les 19 qui devraient soutenir ce pont. Prévu pour finir fin décembre 2022, les travaux ont pris du retard. Les raisons. Actuellement, nous sommes à un taux d'avancement d'environ 91%. Il ne reste que 9%. Je pense que toutes les phases importantes du projet sont terminées. Nous envisageons avec l'entreprise finir vraiment toutes les phases techniques d'ici la fin du mois de février. Et puis en mars, éventuellement mettre l'ouvrage sous circulation. Nous préférons avoir un peu de retard, nous assurer que tout se passe bien, plutôt que de nous précipiter après avoir donc des éléments désagréables. Du reste, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier dit être satisfait de la qualité de l'ouvrage et de l'état d'avancement des travaux. Interrogé par un journaliste sur les problèmes d'assainissement bien connus au niveau de la baie de Cocody, le ministre s'est voulu rassurant. L'assainissement, c'est un autre sujet que nous sommes en train de regarder avec tous les intervenants sur le projet. Ce projet a plusieurs composantes. Il y a le pont, il y a les échangeurs de l'Indénié, donc les voies sont terminées, et il y a le gros problème donc, de l'assainissement qui n'est pas un problème qui est créé ici à la baie de Cocody, mais qui s'est créé en amont.
mais on va voir comment intercepter toutes ces eaux pour aller les traiter, les rejeter en mer. Mais ce sont des sujets qui sont en train d'être traités. Le pont de Cocody est un pont routier devant relier les communes de Cocody et du Plateau. C'est le 5e pont de la ville. Sa construction est financée à hauteur de 17,5 milliards de francs CFA par un prêt de la Banque islamique de développement. La commission électorale indépendante porte à la connaissance de la population ivoirienne en âge de voter que la période de recensement électoral est prorogée jusqu'au mardi 20 décembre 2022 à 17h30. Cette prorogation souhaitée par l'ensemble des parties prenantes au processus électoral concerne uniquement le recensement sur le territoire national, les conditions d'inscription sur la liste électorale et de mise à jour des données personnelles demeurent inchangées. La commission électorale indépendante appelle par conséquent les Ivoiriens et les Ivoiriennes non encore inscrits et remplissant les conditions requises à saisir cette nouvelle opportunité pour se faire enrôler. La révision de la liste électorale donc prorogée jusqu'au 20 décembre. La sensibilisation peut continuer pour donner de l'engouement à l'opération. À Odiéné, le ministre Adama Kamara préfère le porte-à-porte. Il a rendu visite aux 14 grandes familles et est allé à Béléban. Le reportage de Kader Sogodougou. Maître Adama Kamara, ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, élu de Denguélé, est sur le terrain, méthode choisie, la carte de la proximité. Il va de porte à porte. À Odiéné, de jour comme de nuit, les 14 grandes familles ont été rencontrées et se sont engagées à travailler pour la réussite de l'opération. Après Odiéné, Béléban, Adama Kamara avec à ses côtés Sita Ouattara, député maire de la localité. Nous avons demandé aux parents de s'inscrire d'abord eux-mêmes, qui ne sont pas inscrits sur la liste électorale, et de voir leurs enfants entre l'âge de 15 ans jusqu'à 18 ans de s'inscrire sur la liste électorale. Je vous assure qu'au jour d'aujourd'hui, dans le district du Denguélé, nous sommes les premiers. Le district du Denguélé doit donner l'exemple. Si vous dites que vous aimez le président de la République, si vous êtes conscient que le président de la République c'est vous, parce que sa maman vient de Béléban, il faut aller vous inscrire sur la liste électorale. De nombreux élus et cadres du Denguélé étaient de la délégation du ministre Adama Kamara. En musique, on va danser au rythme du reggae. Un grand événement à Bouaké, c'est la 2e édition de Gbeke Reggae Festival qui est officiellement lancé au cours d'une conférence de presse. 4 jours durant, Bouaké sera la capitale de la musique reggae. Les valeurs de paix, d'amour, de partage et de solidarité prônées. Gbeke Reggae Festival, c'est aussi plusieurs actions sociales. Le commissariat général du festival, conduit par le journaliste de la RTI, Abou Sanogo, a rendu visite aux pensionnaires de 2 orphelinats de la ville. Il avait les mains chargées de présents. Dans le reste de l'actualité, les États-Unis ont imposé ce vendredi des sanctions à l'ancien président de la Guinée. Alpha Condé est accusé d'avoir violemment réprimé l'opposition avant d'être renversé par un coup d'État en 2021, selon un communiqué du Trésor. Les sanctions gèlent les avoirs de l'ex-président et interdisent toute relation commerciale avec lui. Washington l'accuse d'avoir ordonné début 2020 à ses ministres de créer une unité de police dédiée à répondre aux manifestations. Et voilà qui met un terme à ce journal. Merci d'avoir suivi. L'actualité se poursuit à 23h. Ce soir, le sage nous apprend que quand on n'a pas un grand champ, on ne se plaint pas que le curé a mangé des cabosses de cacao. Dieu le voulant, on se retrouve demain.